Certaines fois, il y a eu des choix de carrière qui se sont présentés à moi, mais à des moments qui étaient peut-être pas idéales pour ma vie de famille et de maman. Et donc, j'ai dû décliner des offres qui étaient intéressantes, forcément. Mais jamais je me suis dit, j'aurais dû faire ça. C'est vrai que la cinquantaine, c'est une étape pour une femme déjà. Et alors, une femme qui passe à la télévision, c'est forcément, c'est un peu double peine, hein. Je pense que quand on prépare bien, quand on travaille, quand on avance avec sérieux dans ce qu'on fait et avec plaisir, beaucoup d'énergie et qu'on y va, quoi, les choses se présentent à un moment donné. Si de temps en temps on trébuche, c'est pas mal. Ça nous fait nous remettre en question, se poser déjà pour savoir pourquoi on a trébuché à ce moment-là. J'ai pu continuer à travailler à Paris en ayant des enfants à Nice parce que mon mari était là et que mon mari était à fond derrière moi. Et donc, j'aime bien dire, j'ai une fille qui va avoir 32 ans, j'aime bien lui dire, quand elle hésite parce qu'elle a peur que machin, je dis, mais au pire, c'est non. C'est pas grave. Acceptons de se tromper, acceptons l'échec, acceptons de prendre une mauvaise direction. C'est pas très grave au fond. Bonjour et bienvenue dans 50 ans et toutes mes dents, le podcast de celles qui abordent et traversent la cinquantaine avec optimisme et croquent leur futur professionnel à pleines dents. Parce que la seniorité est une vraie valeur ajoutée, apprenons à la savourer et la valoriser. Je suis Karine Arnéodo, coach professionnel et booster d'impact positif des carrières féminines. Je vous emmène à la rencontre de femmes inspirantes qui croquent leur futur professionnel à pleines dents avec audace et optimisme. Je vous partage également mes recettes pour nourrir votre confiance, booster votre énergie, développer votre influence, capitaliser sur le talent, devenir votre propre opportunité et oser avec le sourire. Comment faire de ce cap tabou une période fertile, libératrice, créatrice de transformation et génératrice d'énergie? Comment faire de la cinquantaine une aubaine professionnelle? C'est dans 50 ans et toutes mes dents, et c'est maintenant. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous faire découvrir une femme dont vous connaissez déjà le regard hypnotisant, certainement. En tout cas, moi, j'ai flashé dessus dès la première seconde où je l'ai vue. Marielle Fournier, le visage des dossiers de Teva, journaliste, animatrice radio, réalisatrice de documentaires, nous raconte son évolution professionnelle exceptionnelle dans les médias. Jonglant entre radio et télé, Paris et Nice, carrière et famille, elle mène sa vie tambour battant avec comme signature sa passion des autres. De Europe 1 à M6, Marielle nous raconte ses aventures journalistiques de femme dans un monde d'hommes et égrène ses conseils pour réussir sa deuxième partie de carrière. La préparer dès 40 ans, multiplier les cercles relationnels et oser dire non. Femme de tête, mais surtout de cœur, elle se renouvelle constamment avec comme seule vraie intention prendre du plaisir dans tout ce qu'elle entreprend. Bonjour Marielle. Bonjour Karine. Je suis ravie de t'avoir avec nous aujourd'hui dans ce nouvel épisode de 50 ans et toutes mes dents. Alors déjà, j'avais envie de remercier peut-être celui qui a permis notre rencontre, qui est Bruno Valentin. Ah oui, Donc, c'est vrai. qui dirige Pôle Compagnie à Nice, qui est une agence de communication. Donc c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Après, on s'est rendu compte qu'en fait, on avait des degrés de séparation assez proches. Et donc, je suis ravie de t'avoir aujourd'hui avec moi pour parler de ton parcours et de comment tu pourrais inspirer les femmes de 50 ans sur, justement, avec ton regard sur cette deuxième partie de carrière. Tu as un parcours assez exceptionnel. Moi, je te connais, en fait, sans t'avoir connu, parce que je t'ai vu pendant des années sur Teva et ailleurs aussi, évidemment. Mais principalement, moi, je sais que le souvenir de toi que j'avais, c'est ça, c'est ton regard. Un regard super particulier et que je voyais dans Teva. Donc, déjà, pour commencer, qu'est-ce que tu as envie de nous dire? Qu'est-ce que tu as envie de nous partager de toi et de ton parcours? Alors déjà, je suis ravie d'être derrière un micro, parce que le micro, c'est ma vie. J'ai démarré à la radio, en fait. Après, j'ai fait beaucoup de télé, mais la radio, c'est vraiment ce que j'adore faire, parce qu'il y a une spontanéité. Voilà, on est l'une en face de l'autre et on va discuter et il va sortir des choses incroyables. Et le micro est là pour essayer de les capter. Donc, je suis ravie. Voilà, déjà. J'aime bien être derrière un micro.
Donc, qu'est-ce que tu as envie de nous dire? Alors peut-être, déjà une première partie de ton parcours avant la cinquantaine et puis ensuite on va aller, plus précisément sur cette période, sachant qu'aujourd'hui tu as 60 ans et donc, tu as justement ce regard, on en parlait il y a 2 minutes, ce regard un peu plus froid, hein, sur ce passage, des 50. Donc déjà avant d'arriver aux 50, qu'est-ce qui s'est passé? Alors moi, j'ai démarré la radio très jeune, enfin j'avais une vingtaine d'années, même j'étais même, ouais, j'étais encore étudiante, mais on va dire, j'ai vraiment démarré ma carrière professionnelle à 24 ans à Europe 1, comme reporter. Je travaillais aux infos, en fait. Et puis après, j'ai présenté les informations, les journaux du matin, des week-ends, et cetera. Donc ça, j'ai fait ça pas mal d'années. Et à l'époque, une jeune femme journaliste à la radio, elle faisait de la télé parce que la télé venait la chercher à un moment donné, parce qu'on était très peu nombreuses. Il faut imaginer que sur une rédaction de 80 personnes à Paris, même un peu plus parfois, on était 10 à tout casser au début. Vraiment, même pas, même pas. Donc, forcément, quand la télévision s'est un petit peu ouverte aux femmes, la télé venait chercher à la radio des journalistes, des pros déjà. Donc il y a eu cette espèce de passerelle qui s'est faite. J'ai démarré la télé, vers 30 ans, je crois. D'abord TF1, une année et demie, puis M6 où là pendant, je crois 7 ou 8 ans, j'ai présenté un magazine d'histoire qui s'appelait Passé simple. Et là, je continuais la radio. Donc j'étais ambidextre, je faisais la radio et la télévision. Et c'était un grand plaisir. Alors pour compliquer un peu les choses, à un moment donné, j'ai quitté Paris où j'habitais avec mari et un premier enfant pour revenir m'installer à Nice qui est ma ville natale et donc pendant une trentaine d'années, j'ai fait la navette. Alors, c'est vrai que l'empreinte carbone, c'est pas top. Maintenant, j'ai ralenti, mais j'allais à Paris pour travailler, je revenais à Nice pour m'occuper de ma famille, en gros. Et donc j'ai jonglé, comme ça, carrément, toute ma carrière et objectivement, si je me retourne, je me dis que c'est une question de choix. Certaines fois, il y a eu des choix de carrière qui se sont présentés à moi, mais à des moments qui étaient peut-être pas idéal pour ma vie de famille et de maman. Et donc, j'ai dû décliner des offres qui étaient intéressantes, forcément. Mais jamais je me suis dit: «J'aurais dû faire ça». Je n'ai absolument, mes choix étaient totalement assumés. Tu veux dire que tu as pas de regrets J'ai ou? pas de regrets, au contraire, je trouve que je me suis, énormément amusée, que j'ai appris plein de choses, que mon métier m'a comblée. Donc non, non, je suis, voilà, ravie d'avoir fait ce parcours. Alors, c'est vrai que la cinquantaine, c'est une étape pour une femme déjà. Et alors une femme qui passe à la télévision, c'est forcément, c'est un peu double peine, hein, parce que dans la boîte moi c'était à ce moment-là M6, hein, dans le groupe M6, qui a une moyenne d'âge excessivement jeune parce que, je sais pas, c'était autour de 25 ou 26 ans. Quand vous approchez la cinquantaine, forcément, on se pose beaucoup de questions sur votre présence encore à l'antenne puisque je présentais, hein, un magazine. Alors, juste pour revenir là-dessus, Oui. parce que quand on a préparé l'interview, tu m'as dit entre 40 et 50, c'est là où tu as cartonné, Oui. enfin, il y a une explosion. Est-ce que tu peux nous dire en détail là où tu étais entre radio-télé pour resituer, pour ceux qui peut-être ne te connaissent pas, s'il y en a. Mmh mh. Mmh. Alors 40-50, c'est peut-être le moment où j'ai un peu levé le pied sur la radio pour faire plus de télévision justement, parce qu'il y a eu des projets qui étaient plus importants. Là, j'ai présenté des primes sur M6, donc ça, c'était toute mon activité professionnelle. Et j'ai dû faire un choix, justement, et j'ai fait ce choix-là, parce qu'à la radio, à ce moment-là, j'avais fait beaucoup de choses. Déjà, à la radio, il y avait moins de choses qui se présentaient à moi. Et les choses. En fait, je pense que quand on prépare bien, quand on travaille, quand on avance avec sérieux dans ce qu'on fait et avec plaisir, beaucoup d'énergie et qu'on y va, quoi. Les choses se présentent à un moment donné. Je crois beaucoup à ça. Ça se présente et il faut savoir juste saisir cette opportunité-là, donc être très ouvert pour pouvoir faire ces petits changements, peut-être. C'est pas des gros changements, des petits changements de pied. Mais hop, on va partir plutôt dans telle direction ou hop, on va plutôt partir dans telle autre. Mais parce que tout ça, en fait, c'est préparé en amont. C'est pas, ça arrive pas comme ça tombe pas tout cuit, hein. Donc voilà, à 40 ans, j'ai fait beaucoup de télé. J'ai vraiment eu une expérience
passionnante parce que je présentais, alors c'était un gros magazine de prime, donc à 20h30, 20h40, un magazine de société. J'en étais la rédactrice en chef, j'avais formé une équipe, on était que des femmes. Après, il y a un garçon qui est venu, qu'on adorait d'ailleurs, qui est un très grand, très bon journaliste qui fait de magnifiques documentaires. Et donc on avait l'alchimie avait tellement bien fonctionné que tout roulait. L'émission marchait, on s'entendait bien, voilà, et un truc un peu, une bulle de bonheur qui a duré 2 ans. 2 ans, cette émission. Après, elle a été remplacée par d'autres parce que bon, ça a duré La une vie, machine, voilà, ouais, ouais. c'est la vie de la télé. Mais 40 ans, c'est un moment où vous avez assez d'expérience et encore une grosse envie de démontrer des trucs. Donc c'est vraiment, je pense, pour une femme, dans une société, quand on n'est pas tout seul à faire son taf, hein, quand on est dans une grosse société, ce qui était mon cas, vous avez, une vraie légitimité. Alors, c'est vrai que, j'allais dire, par la force de notre éducation, du caractère, on avait un peu tendance, maintenant moins, parce que les femmes sont plus présentes, mais à l'époque, on avait moins tendance à l'ouvrir, en gros. Parce que dès que vous l'ouvriez, vous étiez soit une emmerdeuse, soit pour qui elle se prend. Et donc, comme il y avait beaucoup d'hommes quand même qui étaient aux manettes, c'était un peu compliqué de s'affirmer Ouais, de vraiment. s'imposer Voilà, ou et de de s'imposer. s'autoriser Voilà. à dire. Mais objectivement, moi, je me suis régalée. J'ai travaillé vraiment très bien dans ce groupe, avec des hauts et des bas, forcément. Il y a des projets qui doivent se faire qui ne se font pas. Vous l'avez mauvaise. Vous avez l'impression qu'on vous a savonné la planche. Bah, tout ça, ça fait partie de la vie dans toutes les sociétés et les entreprises. C'est la vie. Mais c'est ce qui nous fait avancer aussi. Si de temps en temps on trébuche, c'est pas mal. Ça nous fait nous remettre en question, se poser déjà pour savoir pourquoi on a trébuché à ce moment-là. Et donc tu as ça, et après, comment tu bascules sur Teva? C'était dans le même groupe. Donc en fait, à un moment donné, M6 rachète totalement Teva. Ils avaient des parts, mais là, ils rachètent totalement. Et ils se disent, on va créer une émission qui soit un peu emblématique de la chaîne. Comme c'était une toute petite chaîne, il y avait très peu de personnes qui y travaillaient. Donc il y a eu à un moment donné Sandrine Dominguez pour la déco, Christina Cordula pour la beauté, le machin, le bien-être, hein, et puis moi, qui étais la journaliste qui présentait le magazine de société. Donc on était en fait 3 au début, puis 4 ou 5, puis c'était vraiment petite structure. Et là, au départ, c'était pour présenter une émission, puis je continue un peu M6 à côté, c'était un petit truc en plus. Et puis petit à petit, l'émission s'est installée, elle a eu plus de moyens, donc on a pu faire produire des documentaires, parce qu'au début, on rachetait des trucs tout faits qu'on rediffusait en fait, parce que c'était vraiment pour voir si ça allait marcher. Et puis la directrice de Teva, Donc là, déjà, tu es managée par une femme. là, oui, alors il y a eu plusieurs directions, mais après, pendant très longtemps, ça a été des femmes en fait. Et là, la directrice de Teva, qui est toujours aujourd'hui la Donc directrice il y de avait quand Teva, même un alignement, parce que quelquefois, il y a des structures qui prônent des choses pour les femmes, mais qui sont gérées par des hommes, et du coup, il y a un désalignement, ou enfin, il y a quelque chose de particulier, alors que là, j'entends qu'il y a une congruence quand même entre la direction et la direction de la boîte. absolument. Mm. Donc c'est Catherine Chauffeur, pour la citer, qui me propose de tourner un documentaire. Elle me dit, écoute, je trouve que tu devrais le faire. Sauter le pas et le faire, on te suit, trouve un bon sujet, trouve une production et nous on t'aide, une production qui a l'habitude de travailler avec nous, pour ton premier documentaire. Et donc c'est vraiment elle qui m'a permis de réaliser mon premier documentaire. Après j'en ai fait plusieurs. Et le premier, ouais. Le premier parce que ça m'a marqué, comme je travaillais par plaisir, mais aussi, non, je revenais un peu à la radio l'été, par plaisir. Mes contrats me permettaient en fait, de faire parallèlement à la télé, on va dire, de septembre à juin, j'avais le droit de faire de la radio l'été. Et je me souviens qu'il y avait eu un fait divers effroyable avec une femme, on avait retrouvé les bébés congelés, enfin un truc absolument affreux. Et tout à coup, je m'étais posé la question de savoir, mais quand ce genre de femme est emprisonnée, qu'est-ce qu'elle devient quand elle sort? Qu'est-ce qui se passe? Et j'ai commencé à aller chercher.
Et je me suis rendu compte qu'il n'y avait aucun documentaire qui traitait de ce sujet-là. On parlait des hommes en prison, des mamans des hommes en prison, des femmes des hommes en prison, mais pas des femmes en prison. Et du coup, j'ai fait des recherches, je me suis rendu compte qu'il y avait peu de femmes en prison. À l'époque, c'était un millier ou enfin à peine plus il y en avait quand même déjà 60 000. Je pense qu'aujourd'hui c'est plutôt 80 000. Mais à l'époque c'était 60 000. Donc c'est vraiment un tout petit pourcentage. Donc je me disais, tiens, pourquoi c'est vraiment les femmes font rien de mal, jamais. C'est quoi, Ouais. c'est quoi l'idée? Donc je m'étais dit, je vais enquêter là-dessus. Et puis j'ai proposé à ma chaîne de faire le sujet. Ils m'ont dit, allez, banco, on va voir une prod et on te soutient pour faire ça. Et donc j'ai découvert justement pourquoi on n'emprisonne pas les femmes, enfin moins souvent les femmes, parce qu'on sait qu'une femme en prison, c'est la fin de tout, sa cellule familiale explose. C'est-à-dire que sa famille la rejette totalement, alors que ce n'est pas le cas pour un homme. Un homme en prison, sa maman, sa femme, ses enfants viennent le voir. Une femme en prison, en général, c'est terminé. La famille, ouais, tourne le dos, c'est terrible. Et dans les personnages qu'on suivait, parce que donc c'était un grand documentaire avec plusieurs personnes, voilà, il y avait une femme qui devait avoir 55 ans. Alors, j'étais censée ne pas savoir pourquoi elles étaient en prison. C'était le deal avec l'administration pénitentiaire. Hein. Je n'avais pas le droit de savoir. Alors, il y en a une ou deux qui avaient voulu me le dire, mais moi, je ne m'en servais pas pour mon documentaire, etc. Et donc, cette femme, on a suivi ses derniers jours en prison et sa sortie. Alors qu'elle était mère de famille, etc. Elle est sortie, elle était en prison dans le nord de la France. Elle est sortie, et à la sortie de prison, c'était une personne d'une association qui est venue à sa sortie. De réinsertion. Qui l'a récupérée, qui l'a mise dans un logement pour quelques jours, pour quelques temps. Et on a accompagné cette femme les premières semaines, et c'était effroyable, elle était seule, et elle nous disait « Mais moi, je veux retourner en prison ». Parce qu'elle avait la sécurité d'être entourée au moins d'être entourée par des gens, d'être pas seule. Pour elle, c'est un gouffre. Quand on entend ça, mais c'est bouleversant, quoi. Donc voilà, ce documentaire, ça a été le premier. Et après, j'ai fait des choses, alors parfois plus légères aussi. Hein, ça, c'était quand même assez. Quand vous allez en prison tourner, c'est pas simple. J'ai fait un sujet qui va vous plaire là, toutes celles qui m'écoutent. C'était le pouvoir dans le couple. Vaste sujet, on en parle de plus en plus d'ailleurs. Voilà. Donc là, je m'étais bien amusée parce qu'il y avait des couples très différents, couples fusionnels, couples. Et à l'époque, j'avais pu convaincre la big boss de Coca-Cola Europe, que je connaissais parce qu'on était membre d'un jury des femmes en or à l'époque. Et quand je lui avais dit que je voulais faire un documentaire sur cette thématique-là, et avec elle. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe dans le couple de la big boss de Coca-Cola? C'était très rigolo parce que son mari disait qu'il était le prince consort. Ah oui. Donc, c'était très drôle. Et on avait tourné sa remise de Légion d'honneur, etc., avec le mari qui était en coulisses en train de regarder ça et qui buvait du petit lait en disant « Mais moi, je suis rien ». Alors que c'était un grand financier et quelqu'un d'important quand même. Mais il avait vraiment le sentiment que c'était elle qui avait le pouvoir. Donc c'était une sorte d'accord entre eux, de ce couple, que c'était elle finalement qui était la femme de pouvoir. C'est intéressant parce que ça me fait écho à certaines que j'ai déjà interviewées ici et qui ont posé qu'effectivement, elles n'auraient jamais... Alors, il y a toujours le « je n'aurais jamais réussi sans mon mari ». Mais avec cette acceptation justement que c'est elle qui drive, même si, alors il y a des maris qui carrément ont renoncé à leur carrière pour s'occuper des enfants, je pense à une notamment dont un des enfants était handicapé, donc forcément il y a quelque chose de cet ordre-là qui peut faciliter ça, ou faciliter, enfin en tout cas provoquer ce genre de choses. Mais il y a aussi des hommes qui ont des carrières, mais qui quand même... Quand la femme, par exemple, part, parce que là on parle de carrière où ça bouge beaucoup, évidemment, à l'international, ils peuvent pas toujours bouger. Et donc, ils sont complètement OK avec ça. Et c'est assez... alors, oui, ça fait peu de temps que j'entends ce terme « prince consort », mais c'est vrai que c'est une donnée importante dans la réussite de la carrière. Moi, toute proportion gardée, carrière
J'ai pu continuer à travailler à Paris en ayant des enfants à Nice parce que mon mari était là et que mon mari était à fond derrière moi. Donc il n'a pas sacrifié sa vie professionnelle, mais il a fait en sorte d'être totalement alternatif avec moi. On se complétait totalement. Quand j'étais à Paris 3-4 jours, bah, c'était lui qui gérait les enfants et voilà. Donc je pense que la génération des 20 ans, 30 ans aujourd'hui le conçoit totalement ça, qu'il y ait un équilibre des choses dans le couple. Oui, Mais mais ma c'était peut-être pas. génération, Ouais, voilà. c'était très nouveau. Et j'avais même des copines qui voyaient d'un mauvais œil le fait que je quitte mon foyer pour aller travailler. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est souvent les femmes. Il y a le côté, mais attends, et ton rôle de mère dans tout ça? Qu'est-ce que tu fais avec ça? Et c'est pareil, je le vois aussi au travers des interviews, des femmes qui posent le fait que elles ont fait le choix, en fait, d'assumer une carrière. Alors, peut-être en étant un peu moins présentes pour leurs enfants, mais en étant un petit peu plus heureuses. Donc, il y a ça aussi, il y a que cet équilibre-là, ça t'amène aussi à être plus équilibré dans ton rôle de mère. Mais c'est vrai que, alors comme tu dis, beaucoup moins maintenant, mais à notre époque, parce que même si tu as 60, moi j'ai 53, mais on reste sur la même génération, c'est pas hyper bien vu. Et les femmes, souvent, déjà ne le s'autorisent pas. Et donc forcément, elles vont projeter quelque chose si toi, tu t'autorises. Et la génération d'avant, donc toutes les femmes modèles dans mon métier, c'était des femmes qui souvent avaient sacrifié leur vie privée, leur vie familiale pour leur travail. Et donc il y a beaucoup de femmes de cette génération qui n'ont pas eu d'enfants, par exemple. Donc nous, on était après celle-là, donc on a voulu des enfants, on a voulu trouver un pseudo-équilibre qui était, selon les cas, peut-être pas facile. Et peut-être qu'il y a des femmes qui n'ont pas pu trop le faire et qui ont dû sacrifier leur vie professionnelle. Aujourd'hui, les choses ont tellement, et tant mieux, tellement évolué que j'ai l'impression qu'il y a certaines femmes qui ont vraiment le choix totalement de décider de s'arrêter de travailler pour les enfants, mais c'est plus du tout quelque chose qui est imposé par l'autre moitié. Voilà. Mmh. Ouais, donc déjà, ce qui me vient, c'est faire le bon choix de partenaire. Ah, mais ça, c'est l'essentiel dans la vie, dans tous les niveaux, bien sûr, bien sûr. Alors, ceci dit, on le sait pas ça. Il Oui, faut être confronté à une oui. situation pour découvrir comment va se révéler la personne. Mais oui, mais forcément, moi, je pense que quand on est attiré par quelqu'un, c'est qu'il y a quand même des points importants qui sont en commun. Non, mais parce que juste, Alors, quand c'est même, quoi on va l'idée? rappeler que tu peux me dire depuis combien de temps. Oh, Quand même, parce je que compte sur les ça, doigts. pour le coup, si tu veux, moi, c'est total respect là-dessus. Donc, Alors, mon mari, d'abord, c'est un ami d'enfance, donc on s'est toujours vus, on s'est toujours connus. Puis on s'est perdu de vue, forcément, à l'adolescence, voilà. Mais je crois qu'on est ensemble maintenant quasiment depuis 40 ans. Ouais, voilà. 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 Mais vous avez compris Tout est dit. par intermittence, Ce qui est peut-être le secret. qui, pour mon couple, Mm. a été le secret, ça c'est certain. Oui, parce qu'on est tous les deux, on a de forts, quand même, des caractères un peu affirmés. On est deux Mhm. taureaux ensemble, Ah, vous êtes deux taureaux. deux Ah taureaux ouais. en plus, deux gauchers. C'est particulier les gauchers aussi, on dit toujours, hein. Mais donc c'est vrai que le fait de ne pas être toujours collé, ça a été notre, je pense, notre solution. Et quand on était ensemble jeunes, moi j'étais déjà à la radio et j'avais des horaires très bizarres. Je me levais à 2h30 du matin, je faisais des trucs comme ça de dingue. Et du coup, on passait pas forcément toutes nos soirées ensemble. Donc on n'a jamais été totalement ensemble en permanence. Le confinement nous a fait découvrir ça. Non, mais sincèrement, c'est vrai en Et plus. alors? Je plaisante pas, hein. Parce que des C'est fois, la c'est retraite, c'est la le cata du c'est couple. le Tu ah vois, ben non, ou alors là, le c'était confinement, le rapprochement. c'était bien. Ah ouais. Ouais, c'était bien, voilà. C'était nouveau et c'était bien. Ok. Donc pour revenir à ce passage de la cinquantaine, toi, au niveau donc personnel et professionnel, comment tu l'as vécu? Alors personnel, j'essaye de voir un peu. Personnel, bien. C'est vrai que c'est une étape où, je pense qu'une femme aujourd'hui à 50 ans, elle a plein de choses super. Vraiment, vraiment, c'est vraiment ce que je pense. Parce qu'elle a plus rien à prouver.
À 40 ans, elle avait encore beaucoup de besoin d'avancer vite, quoi, de créer des trucs, d'exister. 50, on a moins besoin de se prouver des choses. Donc on est un peu plus sereine. Professionnellement, si on a eu quelques pépins, bon, bah, ça nous a un peu Solidifié. solidifié. Voilà, on a un peu sa petite carapace qui nous permet de traverser les petits, non pas les tempêtes, mais de nager à contre-courant parfois, on va dire, voilà. Mais ça, c'est sur le plan professionnel, sur le plan, ouais, en fait, professionnel et perso, je dirais qu'il y a ça, en tout cas. Il y a une sorte de sérénité, de plus avoir besoin de prouver, et cetera. Après, sincèrement, à la télévision, c'était un souci. Donc on va pas, je vais pas vous mentir, hein. Hem, le fait d'être, plus toute jeune à l'écran, mon cas était étudié chaque année quand même pour savoir si je pouvais encore rester à l'antenne. Toi, c'est à cette époque-là, quand tu as 50, donc tu commences à rentrer à la cinquantaine, tu es toujours chez TVA? Alors j'ai cette Sur TVA? émission qui est une émission hebdomadaire, hein, c'est Mmh. donc toutes les semaines, c'était le prime de Téva et effectivement, alors on me le dit pas clairement, hein, moi j'ai des petites des informateurs à droite à gauche dans les bureaux des patrons. C'est: «Est-ce qu'on garde Marielle encore?» quoi. En gros, est-ce que? Et bon, dans ces cas-là, bah, c'est perturbant, mais je n'ai jamais, ça n'a jamais eu de vraiment de prise sur moi. Alors, c'est pas du tout parce que j'adore vieillir, personne, raffole de vieillir, hein, on préférait rester très mimi et tout ça, c'est pas la question. Tu es toujours très belle. C'est juste non, Mmh. mais c'est juste l'idée de se dire: «C'est quoi mon cœur de métier?» Voilà. J'aurais été, je sais pas, une top modèle, le Ouais. problème de l'âge se pose vraiment. J'aurais été qu'une animatrice, le problème de l'âge pouvait se poser aussi. Mais là, moi, mon cœur de métier, c'était d'être journaliste, de faire des interviews, de faire des documentaires, de présenter des émissions. Donc je me suis dit: «Bah, je trace». Si ils estiment que, cette valeur-là est plus importante que juste le physique, bah, je vais rester et s'ils pensent que maintenant c'est plus le physique, je resterai pas, mais je ne vais pas dévier. J'ai pas essayé de dévier, j'ai pas essayé de changer, Mmh. voilà. Et il se trouve que les événements ont plutôt penché par mon expérience professionnelle parce qu'à ce moment-là, il a fallu qu'on interviewe dans notre émission quelques personnes importantes. Alors à l'époque, ça allait de Bernadette Chirac, qui était la femme du président de la République, ou en tout cas, voilà, des choses comme ça. Et là, ils se sont rendus compte que mon positionnement permettait de faire ça. Et du coup, prendre une plus jeune, petite jeune qui avait pas d'expérience, qui aurait été très mimi à l'antenne, c'était un peu trop tôt pour, la chaîne, qu'elle avait encore besoin de ça. Voilà. Donc j'allais dire de façon très pragmatique, je servais encore beaucoup et que j'ai passé ces petites années de la cinquantaine dans cette espèce de petit flou où je reste pas, je reste pas. La question se posait quand même en fin de j'avais des contrats, tous les ans, donc Oui, au c'était mois de renouvelé chaque juin, année. voilà, Mmh. donc au mois de juin, on se posait la question. Et puis une fois que j'avais passé ça, bah, ça roulait. Et donc j'ai continué, et on a arrêté vraiment l'émission parce que l'émission avait 15 ans et cetera, donc on l'a arrêtée juste avant, le confinement. J'avais fait quelques émissions spéciales en plateau avec des invités importants aussi, ministres et autres. Et parce que la chaîne avait confiance, parce qu'elle savait que je savais tenir un plateau, que j'avais cette expérience-là que tout le monde ne peut pas avoir, mais c'est normal, j'avais, 30 ans de radio et 30 ans Oui, enfin, il y d'expérience a derrière moi, ce donc que j'entends, c'est qu'il y a l'expérience, mais il y a aussi peut-être le carnet d'adresses quand même qui est important, le dans ce réseau, type, ouais, voilà. oui, le réseau un petit peu, parce qu'il se fait, par la force des choses avec votre métier, bien Mmh. sûr, Il se fait au bien fil sûr. de l'eau, il se Oui, il fait se fait au pas fil quand de tu as l'eau. 20 ans, même si Ouais, tu as ouais. un Et puis joli aussi, c'est visage. ça, son comportement au travail. J'ai toujours été, correcte et cash. J'ai jamais fait de trucs tordus par rapport à un invité, par rapport à quelqu'un qui me faisait confiance pour venir en plateau. J'ai fait des émissions un peu délicates. Je me souviens de la dernière compagne de Gainsbourg qui avait caché sa liaison et qui avait voulu sortir un peu son histoire à un moment donné. Elle a donc été la dernière. Elle était beaucoup, beaucoup plus jeune que lui puisqu'elle était étudiante quand, ils avaient commencé à leur liaison. Et cette femme, elle venait, mais sous certaines conditions, j'allais dire, pas
elle avait pas fait un marché, mais il était évident que c'était quelqu'un de fragile et qu'elle acceptait de témoigner en plateau, mais qu'il fallait aller doucement. Mmh. Voilà. Et donc j'avais respecté le deal. J'allais pas lui rentrer dans le chou en allant essayer de capter des trucs qu'elle voulait pas me dire. Mon rôle, c'était d'interviewer, d'aller le plus loin possible, mais c'était toujours de respecter la personne. Voilà, moi, c'était ma façon de travailler. C'était tes valeurs. C'était mes valeurs et c'était les valeurs que partageait la chaîne aussi. Donc il y avait ça aussi qui fait qu'au bout d'un moment, vous avez une réputation, quel que soit votre métier. Cette réputation-là, si une ou deux fois elle est écornée, après c'est très compliqué. Donc ça, c'est peut-être un petit conseil que je peux donner. Faites attention. Certaines fois, vous avez peut-être un choix de faire quelque chose d'hyper bien, mais qui va vous permettre de réaliser un projet formidable, mais peut-être en faisant un peu, en cassant un peu, hein, en faisant de la casse derrière. Faites gaffe, ça vous revient un jour ou l'autre à la figure. Oui, peut-être penser plutôt en long terme que one shot. Ouais, ouais, Mmh. exactement. Et donc, ça ça fait écho à ce que quand je t'ai demandé: «C'est quoi ton mot?», tu dis aussi, «Au pire, c'est non». Donc ce que j'entends, c'est ça, hein, c'est comment tu t'autorises. Donc pourquoi ce choix? Au pire, c'est non, et comment tu l'as expérimenté toi? Alors, au pire, c'est non. Alors, c'était déjà un copain que j'aime beaucoup qui le disait, et j'avais trouvé ça génial parce qu'on était très jeunes quand il l'avait dit la première fois, pour d'autres raisons, bien sûr. Là, vous imaginez que c'était un copain, donc c'était plutôt avec mes copines. Au pire, c'est non. Et moi, je pense que quand je dis au pire, c'est non, c'est que on s'est un peu trop bridé parfois. Quand je dis nous, c'est les femmes dans certains métiers. Donc, moi, je trouve que parfois à la radio et parfois à la télévision, on s'interdisait un peu par rapport aux garçons de faire des choses. C'est bête, hein, quand j'y pense, c'est complètement débile, mais on était un peu comme ça, un peu bridés. Et dès que je me suis dit: «Mais au pire, c'est non», ça m'a libérée. Parce que c'est vrai que, bah, du coup, quand j'allais voir mes patrons, que je leur proposais, des thématiques, par exemple, pour l'émission, des choses que je n'aurais peut-être pas osé proposer, 2-3 ans avant, mon expérience, ma maturité, Hem, peut-être pas mon assurance, parce que je peux pas dire que ça soit vraiment le trait principal de ma personnalité. En revanche, une autorité, peut-être, qui s'est installée, ça oui, m'a permis après de d'oser des trucs. Et donc j'aime bien dire, j'ai une fille qui va avoir 32 ans, j'aime bien lui dire quand elle hésite parce qu'elle a peur que machin, je dis: «Mais au pire, c'est non, c'est pas grave. Acceptons de se tromper, acceptons l'échec, acceptons, de prendre une mauvaise direction. C'est pas très grave au fond». Voilà, c'est mon idée et je pense que quand on pense à ça, bah, on relativise plein de trucs et puis on ose un peu plus. Mmh. Et pour réussir sa deuxième partie de carrière, ce serait quoi tes conseils? Peut-être de la préparer un peu. Alors, c'est rigolo que je dise ça parce que moi, j'ai jamais rien préparé et pour cause, j'ai eu une grosse déception quand j'étais très jeune. Je voulais être danseuse, j'ai pas pu le devenir et du coup, d'avoir tout anticipé pour ma future carrière de danseuse, quand vous apprenez à 17 ans que finalement vous allez pas pouvoir l'être, ça m'a un peu, ça m'a un peu vaccinée. C'est-à-dire qu'après, dans ma carrière, j'avais énormément de mal à préparer, anticiper. Je me disais jamais: «L'année prochaine, je veux être sur telle chaîne, l'année prochaine, je veux présenter ça». Oui, Je par peur laissais de je laissais venir et puis mmh. je travaillais pour et puis ça se présentait et je prenais. Mais j'avais du mal à me projeter, justement par peur que ça s'arrête ou par peur de quoi que ce soit. Mais en revanche, avec, ce petit recul que j'ai maintenant, je pense que quand on approche la cinquantaine ou quand on est dedans, c'est pas mal de pas trop subir ce qui va se passer. Parce que si on le subit trop, on risque, bah, de tomber de haut, d'être déçu, de voir ça vraiment comme une épreuve. Alors que si on prépare un peu, on anticipe en essayant d'analyser ce pourquoi on est vraiment, fait parce qu'on est bonne dans tel truc et peut-être un peu moins bon dans tel autre, bah, un peu moins bon dans tel autre, au lieu de s'accrocher, comme on le faisait 10 ans plus tôt, bah, là, il faut un peu lâcher, il faut apprendre à un peu lâcher, mais d'un peu plus creuser l'autre. Et en creusant l'autre, comme par hasard, on va s'autoriser à aller voir un peu plus loin. Et moi, c'est ce qui me paraît passionnant aujourd'hui, c'est que j'ai arrêté certaines choses, j'en fais de nouvelles aujourd'hui, qui découlent de ce que j'ai fait quand même jusqu'à maintenant.
mais qui vont aussi vers quelque chose de nouveau. Et du coup, ce qui arrive, à 60 ans, parce que moi, c'est donc un peu après la cinquantaine, on va dire autour de 55, c'est qu'il faut un peu, préparer ça pour reprendre de l'énergie et partir dans de nouvelles choses, qui peuvent être des choses privées, familiales, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui vont finalement se réaliser, peut-être plus qu'elles n'ont pu le faire avant, bon, dans un projet familial, quel qu'il soit. Mais ça peut être aussi tout à coup, quand on voit des associations, il y a beaucoup de femmes qui ont besoin de se rendre utiles après une carrière importante en entreprise, se dire: «Tiens, peut-être que je peux apporter mon expérience dans cette association» et qui vont rebondir dans autre chose, en mettant énormément de sens à cette, on va dire, partie, de la vie professionnelle ou en tout cas d'activité, autre que juste, perso et loisirs. Donc, en préparant et en voyant vraiment, finalement ce qui nous fait avancer, ce qui nous motive, ce qui nous attire, je conseillerais ça, de préparer un peu. Mmh. Donc ce que j'entends, c'est, aussi, ça permet quand même tu disais tout à l'heure, hein, tu disais, voilà, on a moins à prouver, on se connaît mieux, c'est ça que j'entends en creux, hein, et on sait mieux ses talents et donc il y a des choses à lâcher, pour, justement, être plus dans le plaisir peut-être. Il y a une notion de plaisir que j'entends, il y a une notion de curiosité aussi, hein. Comment voilà, je m'amuse avec, des nouvelles choses en capitalisant évidemment sur tout ce que j'ai pu expérimenter avant et alors toi tu es hyper active, hein, qu'est-ce que tu conseillerais? Enfin, toi, en tout cas, c'est quoi ta secret sauce pour maintenir cette vitalité et justement cette curiosité puisque tu aujourd'hui, tu es sur plein de projets aussi bien perso que pro. C'est quoi ton secret? Alors, je rebondis sur ce que tu viens de dire avant, le plaisir. Et en fait, je m'aperçois que dans ma vie, c'est ce qui m'a fait avancer. Et les rares fois où j'ai arrêté quelque chose, moi, perso, c'est parce que je n'y trouvais plus de plaisir. Et dans mon métier notamment, quand vous n'avez plus de plaisir, ça se voit ou ça s'entend. On peut pas tricher derrière un micro quand on n'a plus envie de se lever à 2h30 du matin pour aller faire les infos le matin. Ça s'entend. Donc on est obligé d'être dans la vérité. Et donc moi, c'était, et ça a toujours été, le plaisir. Le plaisir d'être avec des gens, parce que j'adore les gens, donc voilà, de travailler en équipe, d'être avec, voilà, l'humain, tout ça, c'était mon plaisir. Donc aujourd'hui, il faut pas quitter la notion de plaisir parce que c'est pas quelque chose de superflu du tout. Je pense qu'on travaille mieux quand c'est dans le plaisir. Parce que le plaisir, c'est la passion, ça fait avancer, donc c'est ça. Alors c'est facile à dire quand on a mon âge, parce qu'on a et que quand on a, un peu moins et qu'on est dans une période de sa vie professionnelle où il y a pas que du plaisir, il faut faire avec, il faut faire le dos rond. Voilà, ça j'ai connu ça aussi, hein, des moments où j'avais plus envie, où on m'enquiquinait, où j'aurais voulu qu'on me laisse plus de liberté, qu'on me donne plus de choses, voilà, voilà. J'ai connu tout ça. Mais au fond, avec le recul, je m'aperçois que les moments les moins sympas de ma vie professionnelle, c'est quand il y avait moins de plaisir. Mmh. Voilà, moi en tout cas, moi je fonctionne comme ça. Donc c'est Oui, ce que j'entends aussi, c'est que tu es en capacité, enfin, en tout cas, tu as été en capacité d'arrêter quand ça ne te va plus mmh, et de passer à oui, autre chose oui, et ça, c'est je trouve qu'on ne le dit pas assez parce que j'entends beaucoup alors je peux comprendre qu'il y ait des freins peut-être financiers quelquefois à bien sûr. oser arrêter, mais peut-être que, il pourrait y avoir aussi des excuses. C'est-à-dire, Oui, et alors puisqu'on parle vraiment, cash de l'arrêt, moi j'ai arrêté la télé, donc je présentais mes émissions, j'étais quand même à l'antenne, toutes les semaines et cetera, ou moins à la fin parce que c'était plus événementiel comme émission, mais enfin j'étais à l'antenne. J'ai arrêté très récemment, juste avant le confinement. Heu, En fait, sur le moment, ça donne un peu le vertige. On se dit: «Tiens, ma nouvelle vie, sans ça».
quand vous avez fait 30 ans de télé, ça va donner quoi? Est-ce que j'en ai autant besoin que ça? Est-ce que ça... Ouais, un vide. Voilà, hein, donc il faut savoir gérer ça. Alors, je pense que d'avoir une vie équilibrée à côté, faire d'autres choses, ça permet de peut-être mieux encaisser, ça c'est sûr. Mais le vertige, on l'a. Et alors? Une fois qu'il y a le vertige, on le gère, le vertige. On avance, on s'organise, on réfléchit, qu'est-ce qui nous plaît le plus, et on avance. Et on ne va pas s'arrêter net. Donc là, se créent d'autres choses. Et sincèrement, quand j'ai arrêté, j'ai vraiment décidé d'arrêter. C'est-à-dire que c'était en accord avec la chaîne. On avait bien préparé les choses. La chaîne a été très bien d'ailleurs. Il faut le dire, hein, le groupe M6 là-dessus a été vraiment très, très correct. On a préparé la fin. C'est-à-dire que j'ai eu une année où on savait que j'allais arrêter, où j'avais moins d'émissions. Mais c'était anticipé, voilà. Donc tout le monde était OK. No suicide. Très, très bien. Mais après ça, j'ai eu des propositions. J'ai eu encore, parce que j'étais encore quand même dans la place, donc j'ai eu des opportunités de me dire, eh ben, j'avais décidé d'arrêter et ben, j'ai arrêté. Alors je dis pas que peut-être dans 3 ans, ils auront besoin Surtout que là, d'une il y a la vieille montée en vieille puissance des bique, seniors quand même dans tous les d'une médias. vieille Donc, bique à l'antenne que je reviendrai vieille pas. bique, non mais je rêve. Mais voilà, je suis passée à autre chose. Hmm. Et c'est très bien de passer à autre chose, faut pas avoir peur. Parce que franchement, faut arrêter d'avoir toujours peur de devoir prouver aux autres. Ça y est, c'est bon quoi. Vous avez fait votre parcours, vous vous êtes prouvé certaines choses à vous. Alors c'était pas parfait, vous auriez pu faire plus. Voilà. Bon, et alors? So what? Après, on y va quoi. Ouais, puis ce que j'entends aussi, c'est cette capacité à dire bon, maintenant j'arrête à ce moment-là. Sinon, je pourrais peut-être faire un petit peu plus toujours de la même chose. Donc du coup m'ennuyer, donc prendre moins de plaisir. Hein. Exactement. Et moi, j'aime bien un terme que j'utilise souvent, c'est le vide fertile. C'est-à-dire, tout d'un coup, voilà, tu fais du vide pour pouvoir faire place à du nouveau. Et tant que tu n'as pas fait ce vide-là, le nouveau a du mal à arriver. Parce que toi, déjà, tu es encore avec un truc qui te pèse, qui prend de l'énergie, etc. Alors que quand tu cleans ça, même si au départ, comme tu dis, c'est vertigineux, c'est peut-être super inquiétant parce que tu sais pas, en fait. Mais tant que tu n'as pas fait ce vide, peut pas y avoir vraiment du nouveau. Ah, c'est très bien ça. J'aime bien l'expression là. Vide Le fertile. vide fertile. Ah ouais, c'est vachement bien ça. Mm. Donc en regardant en arrière, quel conseil tu donnerais à la Marielle de 45 ans? Oh, oh, oh. Alors, la Marielle de 45 ans, j'ai eu à ce moment-là des propositions, on va dire, bon, tout est intéressant, mais où j'aurais été plus exposée. Et ça s'est pas fait. Dans des domaines très différents. Propositions pour l'information, donc je ne fais pas un dessin, hein, et puis même pour des émissions de flux qui faisaient scandale à l'époque. Bon, ça s'est pas fait. Bon, qu'est-ce que je dois retenir de ça, maintenant, 15 ans plus tard? Qu'est-ce que serait devenue ma vie si ça s'était fait? Est-ce que j'ai des regrets? Qu'est-ce que j'aurais dû faire à ce moment-là? Sincèrement, en matière de télévision, ça s'est pas fait, je suis très philosophe, c'est que ça devait pas se faire. Je pense que pour mon équilibre personnel, et je le place vraiment, par-dessus tout. Je pense que pour ma famille, pour mes enfants, pour tout ça, finalement, même si professionnellement, quelques années, ça m'aurait fait, bon, être plus connue, gagner beaucoup d'argent, bon, et so what aussi, hein, bon, franchement. Si après, à côté de ça, il y a beaucoup de choses qui sont déstabilisées, sans être détruites, mais juste déstabilisées, c'est parfois un peu difficile à porter. Donc, en regardant dans le rétroviseur, objectivement, j'ai pas de regrets là-dessus. Et mais peut-être que je dirais aujourd'hui à la Marielle de cette époque-là, hem: «Est-ce que tu avais mesuré vraiment, heu, objectivement des choix et les enjeux? Est-ce que est-ce que je me laissais pas trop porter par le rythme effréné de mon métier?»
Et du coup, est-ce que j'ai pris le temps de vraiment, réfléchir à ce moment-là, à des choix? Peut-être que je les ai un peu trop subis, voilà. Donc peut-être qu'il faut un petit peu plus enfin moi, mon caractère en tout cas, hein. J'ai eu des trucs super sympas qui se sont présentés, je les faisais. Mais, comme j'étais un peu refroidie pour, me projeter, ça professionnellement, ça ça m'a peut-être desservie. Mais, objectivement, j'ai duré. Voilà, j'ai duré. Parce que moi, j'ai plein de copines qui ont fait ça, qui ont fait des choses plus exposées. Bon, alors il y a quelques-unes qui sont toujours là, hein, qui sont encore très exposées, qui sont toujours là, mais il y en a beaucoup qui l'ont fait très peu de temps et puis qu'après ont changé, ont disparu. Moi, j'ai construit quelque chose qui était à 900 kilomètres et dans la longueur. 900 kilomètres de distance entre ma famille et mon métier et dans la longueur du temps long, en me disant que j'étais dans la place et que j'allais faire mon bonhomme de chemin à ce rythme-là. Donc, c'était des options de vie c'est vraiment l'option est particulière. C'est vrai qu'une femme de 45 ans, elle n'est pas forcément là-dedans. Alors est-ce qu'il aurait fallu que je fasse des choix différents? Bah, alors je pourrais dire, réfléchissez bien, ne vous laissez pas trop embarquer par le rythme. Voilà, c'est ça peut-être, parce qu'on est quand même, trop, aspiré à Mmh. 40 ans. Autour de 40-45 ans, on est aspiré. Ce que j'entends aussi, c'est, heu, ça rejoint, voilà, ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire être sa propre opportunité peut-être un petit peu plus, plutôt que être en Mmh. mode opportuniste, c'est-à-dire, j'attends et on me propose et j'y vais. Mmh mh. Et puis ce que j'entends aussi, c'est être aligné avec ses valeurs, parce que là, ce que j'entends, c'est que la valeur famille pour toi, elle est, enfin, il y a une notion de priorité, de valeur. Et ce que j'entends, c'est que c'est ça que tu as mis, quand même, même si ça t'a pas empêché d'avoir une méga carrière, mais en tout cas, la valeur famille, elle est très importante Bien pour sûr. toi. Ouais, pour moi, oui. Ouais. Peut-être d'autant plus que j'avais cette espèce de situation particulière d'être à cheval sur 2 villes et de pouvoir me consacrer totalement à mon travail les jours où j'étais à Paris et totalement à mes enfants et à ma famille quand j'étais à Nice. Donc c'est vrai que c'était, Étienne Moujotte qui était le patron de TF1 me disait: «Vous Marielle, vous avez une vie alternative». J'avais trouvé ça génial. Il me dit: «Oui, comme le courant». Mais j'ai dit: «Mais vous avez tout à fait raison. C'est vraiment ça, je suis, tout à ma famille, 3 jours de la semaine, à Nice et puis, tout à mon boulot, 3 ou 4 jours, à Paris. C'est vrai que c'est particulier, ça fait faire ce grand écart. Mais du coup, pour me ressourcer, ma valeur famille, c'était là que je reprenais mon énergie et c'était ma priorité, bien évidemment. Même si certaines fois, certaines saisons, j'étais plus à Paris qu'à Nice. Il y a eu des saisons où j'étais plus de temps à Paris qu'à Nice. Donc c'est vrai que c'est pas top, hein, pour une maman de on culpabilise, mais bon, voilà, c'était comme ça. On peut pas tout faire bien parfaitement, on essaye de faire au mieux. Oui, alors ça aussi, c'est un conseil, hein. D'accepter Oui. de «je fais de mon mieux» et pas en tant que femme, il faut que je sois une parfaite mère, une parfaite professionnelle, une parfaite, parce que ça aussi, c'est quand même des injonctions qui pourrissent pas mal la vie. Hem, alors, quels sont tes projets? Parce que tu en as plein, perso ou pro, enfin, ce que tu as envie de partager ici. C'est quoi tes next steps? Alors déjà, je suis un petit peu dans la transmission en ce moment et je vais continuer. Je donne des cours de journalisme radio. Donc c'est aussi ma passion, la radio, et j'essaie de transmettre un peu cette passion aux jeunes de troisième année de l'école de journalisme de Nice. C'est pas mal. D'abord, c'est parce que ça ressource de travailler avec des jeunes. Ouais. Ça, c'est vachement bien, hein. Si vous avez l'occasion, faites-le. Allez bosser avec des 20-25 ans, 30 ans, là, vous vous régalez, ça vous redonne la pêche et puis, vous dites que certaines fois vous êtes un peu dépassé. Donc ça vous remet un peu, les pendules à l'heure, c'est pas mal. Donc il y a ça, que je poursuis, qui me donne une sorte de même si ça m'épuise, parce que c'est fatigant, Mmh. ça me donne quand même beaucoup d'énergie. Et après je suis plus dans des projets d'écriture, voilà, parce que jusqu'à maintenant j'ai pas pu vraiment faire ça. Donc là je suis là-dessus et j'aimerais pouvoir, mener à bien ce projet d'écriture qui est une écriture pour la télévision.
Voilà. Mais du coup, c'est un nouveau métier, c'est une nouvelle chose, mais c'est passionnant. Il y a du plaisir. Ouais, c'est nouveau et en même temps, ça reste quand même dans ton Mais champ de... voilà. Et donc, je t'ai demandé quel est ton mantra. Et parce que c'est intéressant, ça donne aussi une autre facette de toi, hein. Et tu m'as dit profiter de l'instant présent, ne pas remettre au lendemain ce qu'on peut faire le jour même. Ah oui. Alors, profiter de l'instant présent, ça, c'est ma philosophie de vie. Depuis toujours, j'avais une Ça l'a grand-mère. toujours été, Oui, ça. j'avais une grand-mère qui m'avait dit ça, mais j'étais toute petite parce que elle est morte, j'avais 5 ou 6 ans. Donc, c'est vraiment une phrase qui est restée gravée vraiment dans le disque dur, quoi. C'est vraiment... Et sincèrement, je pense que j'ai eu une maturité. Alors peut-être que la danse m'a permis d'avoir cette maturité-là. Et puis j'étais la dernière on est né 4 enfants. Donc tout ça, j'avais une maturité, mais qui était liée aussi à cette approche de la vie, en fait. Et de profiter de l'instant présent, je l'ai même appris à mon mari, par exemple. C'est vraiment une valeur, pour moi, c'est très important parce que c'est vraiment une posture dans la vie d'être comme ça. De pas toujours attendre le lendemain, de pas toujours penser que ça va être mieux. Oui, mais déjà là, on en profite de Et puis ça. surtout, parce que tu vas faire aujourd'hui, que ça va conditionner le futur. Voilà, donc ça, cet instant présent, je pense que c'est très important. Et le fait de ne pas remettre, qui est un peu en lien quand même si c'est pas tout à fait pareil, mais de ne pas remettre parce que j'ai eu trop d'expériences dans ma vie, perso et professionnelle, de choses qu'on rate parce qu'on les a pas faites quand il fallait les faire. On voulait les faire un peu plus tard. Des choses très fortes personnellement, des mots qu'on n'a pas dit, qu'il aurait fallu dire, des actions qu'il aurait fallu faire, bref, les coups de fil qu'on devait donner. Faites-le, ne remettez pas. Et ça, alors ça, je l'apprends à mes enfants, ça, pour le coup. Le plaisir, ça, ils me voient vivre, hein, donc ils n'ont pas besoin que je leur apprenne. Ça, ils me voient quand ils me voient maintenant, mais en revanche, de ne pas remettre, ça, c'est hyper important. C'est hyper important. Donc, pour prolonger cette discussion de comment faire de la cinquantaine une aubaine professionnelle, je t'avais demandé quelle dirigeante inspirante tu me recommanderais d'inviter. Alors, j'en aurai plusieurs. Alors, c'est des dirigeantes, forcément? Non, ce sont Non, des alors, femmes puisqu'on inspirantes. a parlé beaucoup de radio, qui est mon métier, vraiment, je suis obligée de parler de Catherine Ney, qui est un modèle, qui est une femme exceptionnelle. Quand je suis arrivée à Europe 1, elle était là et quand on était au début que 5-6 filles, elle nous a totalement pris sous son aile pour vraiment défendre notre cas et pas du tout nous prendre comme des rivales qui allaient potentiellement venir la renverser. C'est une femme brillantissime, pleine de talent et qui est un modèle. Donc voilà, dans mon domaine pro, c'est elle, sans hésiter. Après, dans mon cursus professionnel que j'ai croisé plusieurs fois à différents postes et que j'ai accompagné un bout de chemin dans son association, il y a Tina Kieffer qui a créé Toutes à l'école, qui a fait une très belle carrière, alors très rapide à la télé, mais très belle carrière, puis à Marie-Claire qu'elle a dirigée, et puis elle a créé Toutes à l'école, après une histoire personnelle qui est étonnante, donc je suis allée avec elle au Cambodge, et c'est vraiment une femme 100 000 volts, hein. Il faut y aller, hein, il faut la suivre, hein. Mais ça, c'est des rencontres incroyables. Donc voilà, il y a Tina, c'est bien. Ça serait bien qu'elle vienne répondre à ton micro. Écoute, je compte sur toi pour qu'elle puisse effectivement partager tout ce qu'elle a partagé et que toutes nos auditrices et auditeurs, puisqu'il y en a, puissent entendre ces inspirations. Marielle, merci beaucoup. Merci, Karine. De ton témoignage. C'était vraiment précieux. Je suis ravie de t'avoir aujourd'hui et puis de pouvoir effectivement être cette passeuse pour te permettre de partager tout ça. Merci beaucoup. Merci. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à écouter cet épisode de 50 ans et toutes mes dents que j'ai eu à le concocter pour vous. N'hésitez pas à nous soutenir en mettant 5 étoiles et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Je vous dis à très vite avec de nouvelles inspirations pour croquer votre futur à pleines dents.